Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Legnaud. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui avec une invitée que j'ai pourchassée pendant des semaines. Elle est en Nouvelle-Zélande, donc autant vous dire que ça a été compliqué à organiser. Son nom, vous le connaissez certainement, Garance Doré. Avant que je vous en dise plus, n'oubliez pas de vous abonner, que vous soyez sur YouTube ou sur le podcast, sur Spotify, sur Apple. C'est hyper important, ça m'aide à faire vivre le podcast, ça aide à le nourrir. Vous êtes très nombreux à l'écouter, mais si vous vous abonnez, en fait, vous serez certain de ne pas rater un épisode. Et puis, ça donne aussi plus de visibilité, sincèrement, à mon travail. Vous savez que je me donne du mal pour vous. Donc, vraiment, vraiment, ça m'aide énormément si vous le faites. Voilà, passons à mon invité. Donc, comme vous avez compris, Garance Doré, qui est une personnalité très connue en France, la première blogueuse, franchement, la première blogueuse médiatique, la première qui a été invitée par des marques de mode, des Dior, des Chanel, des Louis Vuitton, au premier rang des défilés. À un moment donné, Garance Doré, c'était the it girl. C'était vraiment mais la référence dans le monde de la mode. On a parlé de son parcours, pourtant, où elle a commencé à vendre des croissants, des pains au chocolat sur son bateau en Corse, donc qui n'a rien à voir avec le monde de la mode. Comment est-ce qu'elle est arrivée là? L'envers du décor aussi du succès. Écoutez pareil l'épisode jusqu'au bout. Je suis sûre que vous serez surpris. Vous irez contre des idées reçues au sujet de la mode que je trouve très intéressant. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Garance Doré. Garance, je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui, en plus en live de Nouvelle-Zélande, donc ça c'est ma première fois, je dois dire, pour le podcast, donc je suis très honorée. Bonsoir. Enfin, je sais que pour vous, c'est le matin. C'est exactement, je viens de me réveiller. Ouais. Mais j'espère peut-être qu'un jour, c'est un peu mon rêve secret à l'issue de cet épisode, j'aurai le plaisir de vous dire, peut-être qu'un jour je viendrai en Nouvelle-Zélande et peut-être qu'on pourra se rencontrer en vrai. Ça me ferait très Oui, plaisir parce mais que... ouais, mais j'habite pas ici, mais c'est marrant parce que en fait, il y avait cinq nouvel an. Il y a 5 nouvel an, pardon. Je vais prévenir vos auditeurs que j'habite. Je parle anglais depuis 15 ans et que parfois je fais un peu du Jean-Claude Van Damme, donc je suis désolée pour ça. J'essaye de faire bien, mais parfois c'est un peu difficile. Mais il y a 5 ans à peu près, à Nouvel An, on m'a dit mais qu'est-ce que tu espères pour les prochaines années et comme voyage. Et j'ai dit la Nouvelle-Zélande. Je suis jamais allée en Nouvelle-Zélande et je suis jamais allée en Écosse et j'en rêve. Et un mois plus tard, j'ai rencontré mon mari qui est écossais et qui vivait en Nouvelle-Zélande. Incroyable, comme Ouais, histoire. c'est trop bizarre. Et alors, est-ce que vous êtes allé en Écosse? Bien sûr, je me suis mariée en Écosse il Ah, y a 1 an et demi. Ouais, formidable. ouais. Bon, bah, je dois dire que la Nouvelle-Zélande fait rêver beaucoup de monde, moi y compris. Bon, bien sûr, avec le Seigneur des Anneaux, mais pas que. Et donc, je garde ça en tête pour un prochain épisode. Ça serait quand même assez sympa de pouvoir faire le live ensemble. Ouais. Mais pour commencer, Garance, ce que je me disais, si ça vous va, c'est que j'avais envie de replonger un peu dans votre livre, Love, Style and Life, que j'ai trouvé vraiment sympa et qui est sorti en 2015. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'il y a un passage où vous parlez donc des 10 étapes, qui sont un peu les 10 étapes avec votre expérience où vous auriez, enfin, que vous estimez, si je me trompe pas, je vais mal reformuler certainement, qui sont 10 conseils clés pour arriver à votre succès, en tout cas, ou Mm. en tout cas des 10 réflexions. Et comme ce podcast est beaucoup autour des réflexions, des cheminements de pensée et aussi du succès, je trouvais que c'était intéressant de commencer par là. Donc on va peut-être pas faire les 10, mais j'en ai sélectionné un certain nombre et je serais assez curieuse que vous me disiez en fait peut-être pourquoi ce thème ou pourquoi cette idée pour vous est importante et dans quel cadre en fait est-ce que vous avez vécu dans votre vie. Par exemple, il y en a une que j'ai bien aimée qui est la première, Start where you are. Donc en anglais, Mm. commencez là où vous êtes. Déjà, j'étais curieuse que vous m'expliquiez donc qu'est-ce que vous voulez dire par là, quels conseils finalement on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent avec cette phrase. Oui, l'idée c'est que on entend souvent que c'est tellement mieux évidemment d'avoir, je sais pas, des parents qui travaillent dans une certaine industrie pour réussir, que il faut avoir beaucoup de talent, que il faut et moi, ce que je voulais dire par là, c'est que parfois on a rien et que on peut commencer avec une envie, on peut commencer avec la plus petite des choses et qu'il faut le
la réussite, ça n'arrive pas d'un coup. C'est pas une idée de génie qui nous tombe dessus. C'est très rare et souvent, c'est des histoires qui sont réécrites par la suite. C'est-à-dire que les gens vont dire un Mmh. jour, je me suis réveillée, j'ai pensé à ça. Souvent, c'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est moi j'écris, hein, c'est mon métier et je sais très bien ce que c'est de réécrire une narrative sur des choses qui sont arrivées. Je le vois tout le temps, surtout dans les livres de self-help, de développement personnel et tout, où on écrit une histoire, on appelle ça a founding story, une histoire Mmh. fondatrice. Souvent maintenant aujourd'hui, quand les gens racontent leur succès, que ce soit Spanx, que ce soit, vont vous raconter cette espèce d'histoire de rags to riches, d'avoir eu d'un coup cette idée foudroyante, alors qu'en fait, notre destinée, notre envie, elle se trouve en en mettant un pas devant l'autre et en commençant où on est. C'est cette idée de la trajectoire, de la route que l'on prend. Il faut faire le premier pas, même si on a l'impression d'avoir absolument rien. Donc, ça peut être aller apprendre, faire un stage, ça peut être, enfin là, on est un petit peu dans l'abstrait, mais c'est cette idée-là. Et moi, personnellement, j'avais rien. Euh, j'avais du charme. J'étais quelqu'un de, je suis quelqu'un qui aime les autres et tout, et donc j'ai toujours eu ce truc-là, de la curiosité et tout, et ça c'était un truc sur lequel je savais que je pouvais compter, mais c'est rien. C'est rien, c'est pas un diplôme, c'est pas un talent fulgurant et tout ça. Et mon talent, en fait, je l'ai trouvé en mettant un pied devant l'autre. Beh, il y a cette idée intéressante aussi pour laquelle personnellement je me bats pas mal à une époque où il y a beaucoup tout et son contraire qui est dit à ce sujet, c'est que le succès ne vient pas en un jour et c'est ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que au final on peut réécrire l'histoire et même dans sa tête parfois se dire ah mais c'est à ce moment-là en fait que tout s'est Voilà, fait, c'est ça. mais ça c'est l'aboutissement de 10 ans de réflexion, de travail, de préparation de sa propre chance quoi. C'est quelque chose que vous pensez que vous avez vécu aussi ça, parce que avec le recul on peut toujours se dire ah bah finalement Garance elle a eu un succès fulgurant. Mais quand moi j'ai étudié votre parcours, là j'ai des feuilles devant moi, c'est pas ce qu'on lis, c'est pas ce qui me semble être le cas. J'ai plutôt l'impression que vous en avez bavé pendant des années et qu'au bout d'un moment, il y a peut-être eu un petit déclic, mais Oui, j'ai eu un succès fulgurant parce que j'ai été au bon endroit au bon moment avec une envie folle. Et ça a été fulgurant dans le sens où je suis apparue sur un devant de la scène et ça a pris très très rapidement. Ça c'est vrai, on peut pas le nier. Mais en même temps, c'est comme ça les réussites aujourd'hui sur Internet. Ça va, ça vient. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'était beaucoup plus facile de se démarquer il y a 15 ans, 20, presque 20 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé, j'avais 31 ans et là j'ai 49, donc ouais, c'est ça. Et donc, il y avait moins de gens qui faisaient ça. Mais oui, avant ça, j'ai tricoté pendant longtemps à essayer de trouver qui j'étais. Je viens d'une petite ville. J'ai des parents qui sont géniaux, mais qui étaient immigrés, qui avaient des envies. Moi, j'étais assez bonne à l'école, donc on avait une idée pour moi qui était plus d'être docteur, d'être professeur, de faire des choses classiques qui m'apporteraient de la sécurité. Ça a été très très dur pour moi de me trouver, alors que je savais que j'avais des envies d'être créative, mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire et tout ça. Donc, c'est effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup galéré pendant tous mes 20 ans. Mais en même temps, j'ai, vous verrez, je pense, pendant le podcast, j'ai pas une idée noir et blanc. Je pense que galérer, c'est aussi bien que réussir, en fait. J'arrive à trouver, j'étais très heureuse j'ai eu des moments de grand bonheur dans les années où j'étais la plus pauvre. Donc, et ça m'a appris beaucoup d'ailleurs ces années parce que ça m'a enlevé cette espèce de peur qu'on m'avait mis au ventre il faut avoir des diplômes, sinon tu vas être à la rue et tout. J'ai compris ce que tout ça voulait dire. Et donc, ça a contribué, je pense, à mon succès par la suite. Mais effectivement, c'est un mélange de beaucoup de choses, ce qui m'est arrivé, et c'est assez exceptionnel quand même. une autre de vos phrases dans le livre, des étapes, donc des fameuses étapes vers le succès, que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle est contre-intuitive, c'est fall in love. Là aussi, je veux bien que vous m'en parliez, que vous me disiez ce que vous voulez dire par là.
Bah, moi, quand j'ai commencé donc c'était un peu, ouais, c'est un petit peu. J'ai beaucoup souffert de pas avoir de but, de pas avoir une chose que je voulais faire. Et ça revient un Une petit peu à ce vocation, pas de vocation? pas de vocation, pas d'idée, je savais pas. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire que pendant mes 20 ans, j'ai toujours travaillé. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, pour gagner de l'argent. J'ai payé toutes mes études, je travaillais tous les étés. Je peux vous raconter comment je gagnais ma vie, c'était assez drôle. Mais j'ai toujours été, indépendante, entreprenante, et avec du courage, je pense. Et puis, d oser aller parler aux gens et tout ça. Donc, Vous, j'avais ce vous côté faisiez quand quoi? même. C'était dans le service? J'avais Parce fait, que là, en vous fait, m'avez trop tendu une perche, là. autant d'une perche. En fait, quand j'ai 15 ans, 14-15 ans, j'ai commencé un petit business de vente de croissants, Ok. dans mon village en Corse, où j'avais un petit bateau qui était un bateau qu'on avait dans la famille, avec un tout petit moteur comme ça. Et en fait, ça existait pas encore. Et après, ça s'est répandu comme une traînée de poudre partout en Corse. Et j'allais, le matin, j'allais voir les gens, avec mon petit bateau. Leur voilier ou leur yacht mouillait dans Hmm. le port. Et je leur vendais des croissants. Et je les vendais très cher. Le service, quoi. Je leur amenais Normal. les croissants chauds sur le bateau. Et j'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. C'est Euh, assez cool. Ouais, c'était cool parce qu'en fait, je travaillais. Alors, encore une fois, je suis bosseuse quand même. Je me levais à 4-5 heures du mat. J'ai eu de la chance. Donc, c'est toujours un mélange de tout ça. J'ai eu de la chance Puis parce que savoir voir les opportunités, j'ai ouais, l'impression c'est aussi, ça. parce qu'il Mon, faut. mon père avait un restaurant, donc j'avais accès à une cuisine. En plus, cette idée, c'était un peu moi qui l'avais eue, mais on était avec des copains, on avait réfléchi comme ça, on s'était dit, oh, ce serait chouette. Donc tout ça, c'était vraiment un mélange de tout. Et puis la chose qui a fait la différence, c'est que je l'ai fait et j'ai continué de le faire. Je l'ai fait Et vous pendant avez. 6 ans. Après, je crois à peu près, ça a payé toutes mes études. Enfin, j'étais aussi surveillante en école. Enfin, je faisais beaucoup de choses. Et, euh, et après, j'ai passé le job à mon frère aussi, qui a continué. Donc voilà. Donc j'ai toujours été assez entreprenante. Et puis j'ai toujours été assez libre, en fait, comme ça, à trouver des choses, en fait, qui me rendaient libre, parce qu'en fait, du coup, je me levais à 4 ou 5 heures du matin, ça dépendait du nombre de croissants et de pain au chocolat. Et à 10 heures, j'avais fini. Hmm. Et en général, ce que je faisais, c'est que après, je faisais le service du soir et le service du midi chez mon père. Donc, j'arrêtais pas. Mais après, je rentrais en septembre, j'avais plein de billets. J'allais à la banque, je déposais tout comme ça. C'était à l'époque où ils demandaient pas trop encore comment ça s'était arrivé. Et voilà, c'était assez drôle. Et donc, Oui, pour le, revenir sur le Fall in Love. le Fall in Love, en fait, c'est donc j'étais désespérée par contre. J'ai été heureuse pendant mes 20 ans parce que j'ai fait des choses super intéressantes. J'organisais des concerts de rock. J'étais vachement dans la musique indépendante et tout à ce moment-là. Dans la techno aussi, je faisais plein de trucs comme ça. Donc, j'avais une bande de copains. J'habitais à Marseille. C'était chouette. On faisait plein de trucs. Franchement, j'ai pas perdu de temps. Mais par contre, mais dans une désespérance incroyable parce que j'étais tellement triste de pas savoir qui j'étais et de pas trouver mon art, ma manière de m'exprimer. Je faisais un peu de musique, mais c'était pas ça. Et en plus, le pire, c'est que j'avais une âme d'artiste, donc j'étais pas mauvaise à tout. J'étais bonne en guitare, j'étais bonne en chant, j'écrivais bien, mais je sentais qu'il y avait pas la flamme dans aucune de ces choses-là. Et jusqu'à ce qu'un jour, à 27 ans, alors 27 ans en astrologie, c'est super important. C'est pas moi qui vais pouvoir exactement vous raconter, mais il y a des âges comme ça assez charnières. Et à 27 ans, j'ai décidé d'arrêter tout, y compris mes petits jobs, les croissants, tout ça, et de me consacrer à l'illustration parce que j'avais décidé que il fallait décider et que donc j'allais faire ça et que c'était mon rêve de faire des livres pour enfants. Et ça a été une catastrophe. J'étais pas aussi bonne que j'avais imaginé. Ça prend du temps à se former parce que mes parents m'avaient pas laissé, spécifiquement ma mère, m'avait pas laissé faire d'école d'art. C'est pour revenir au côté, non, il te faut des jobs sécures et tout ça. Hmm. Donc j'avais aucun réseau, aucune idée, je savais pas. Mais j'ai tout donné. J'avais pas d'argent, mais j'allais à Paris, je dormais sur les canapés de mes copains
pour aller taper aux portes des magazines et des directeurs artistiques et tout, mais sans rendez-vous, parce qu'évidemment, j'aurais jamais eu de rendez-vous. Et j'y allais avec mon book qui était pourri, parce que je savais pas, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas encore Internet, tout l'accès qu'on a Hmm. aujourd'hui, où on peut voir des books en ligne, tout ça, tout ce que les autres Oui, la font. comparaison était pas possible. C'est pas Non, mal aussi, ceci dit, parce que c'est peut-être ça qui vous a permis d'oser y aller. je sais pas, j'avais envie et puis j'avais pas le choix. Et je Hmm. savais que de toute façon, il y a eu un moment où il y a eu une fourche une fork on the road, sur la route, où c'était soit j'allais d'un côté et j'allais être institutrice ou professeur des écoles, probablement d'anglais parce que j'avais des facilités en anglais et tout ça, ou j'allais choisir une vie d'artiste à vivre sous les ponts, parce que c'est ça que mes parents me disaient. Enfin, surtout ma mère, encore une fois. Mon père était plutôt, il me laissait, il avait plus confiance, je pense. Et j'étais sur le point de choisir la voie la plus sécure, qui était quand même quand même, je suis pas sûre. Et puis surtout, et un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, si tu fais ce job-là, comme j'étais déjà dans le système éducatif puisque j'étais surveillante, je connaissais très bien, je savais comment ça se passait. Tu vas savoir tes vacances Hmm. dans 10 ans. Tu vas savoir exactement quand est-ce que tu vas travailler. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est un job pour toi? Et je me suis dit, il faut pas que je fasse ça. Et je me suis dit, vas-y, risque tout. Donne-toi un an. Truc d'enfant où on sait pas. Donne-toi un an et tu risques tout. Et donc, j'ai tout risqué pendant un an. Ça a été nul. J'ai pas gagné d'argent. Je me suis rendu compte que j'étais pas aussi bonne pour écrire des livres pour enfants et tout ça que je le pensais. Je me suis fait rejeter de tous les côtés à Paris et tout ça. Mais par contre, à la fin de la première année, alors en plus comme je travaillais plus, parce que moi comme j'avais tous mes jobs pendant mes 20 ans, moi je vivais hyper bien en fait. J'étais tranquille et là il fallait que je me mette en danger, c'était hyper important. Je voyais bien que j'étais en train de m'endormir Hmm. sur moi-même. Je me disais mais tu vas pas faire des croissants à 40 ans quoi. À un moment il faut se bouger. Donc je me suis mise en danger et c'était une chose assez importante. Et l'idée, c'était de trouver le fil. Et je l'avais pas encore, mais cette mise en danger m'a aidée. À la fin de la première année, catastrophe, j'avais à peine commencé à faire quelques dessins pour des journaux locaux à Marseille. Enfin, ma mère me parlait plus, hein, c'était une catastrophe. Euh, mais je me suis dit, il faut pas que tu t'arrêtes. Il y avait un fil. Et je savais pas encore ce que c'était, mais je le sentais et j'ai quand même fait confiance à mon intuition à une époque où on parlait pas du tout d'intuition, où c'était tout, voilà quoi. Et je me suis dit continue. Je me suis donné je crois encore un an et j'ai continué, j'ai persévéré. Et là, j'ai commencé. Alors, vous me dites si je parle, parce que je parle beaucoup, hein, ça me plaît beaucoup de Mais c'est parler. très bien. Et là, j'ai commencé. Alors, à un moment est arrivé, je pouvais plus me payer mes voyages à Paris pour aller taper aux portes. Commencer à avoir quelques jobs, mais je me suis rendu compte que l'illustration, ça payait pas du tout, que si on n'avait pas des parents pour nous aider et tout ça, ce que moi j'avais pas, mais c'était impossible. Et j'ai commencé quand même à faire mon book online. Alors, je suis allée sur, alors là, j'ai appelé mon père et j'avais plus du tout d'argent et je lui ai dit papa, c'est la première fois et c'est vrai, hein, j'ai jamais rien demandé à mes parents. J'avais cette espèce de fierté à l'ancienne comme ça. Euh, Papa, il faut que je m'achète un ordinateur. Je sais que c'est très cher, mais est-ce que tu peux m'avancer l'argent? Je te rembourserai. Et j'avais peur qu'il dise non, mais il m'a dit oui et il m'a dit t'as pas besoin de me rembourser. Et j'ai acheté mon premier ordinateur et j'ai commencé à travailler pour apprendre. Et c'est là que j'ai commencé. C'est pour ça que je parle d'un fil et de fall in love. J'ai senti qu'il y avait quelque chose et qu'il y avait du, de l'émotion. Le plus important quand on fait des choses, c'est l'émotion en fait. Je peux revenir là-dessus plus tard parce que c'est ça la connexion avec une audience, avec un client. C'est pas le produit, c'est pas ce qu'on leur vend, c'est l'émotion qu'on fait passer à travers ça. Ça peut être, enfin, on peut en reparler, mais j'ai ressenti une émotion. J'ai commencé à m'intéresser à tout plein de choses. Donc j'ai appris Photoshop toute seule. J'ai commencé à découvrir le monde internet. On peut trouver des formations pour tout. Donc j'ai appris à faire des sites internet. J'ai appris le graphisme. J'ai appris plein de choses comme ça pendant peut-être un an.
Et C'était petit à quelle petit, année? Autour de quelle année ça? bah, j'ai lancé mon blog en 2006, donc là, on devait être en 2004, quelque chose comme Ok. ça, où les choses commençaient, là, les choses commençaient un petit peu à poindre, où il y avait quelque chose qui était en train de se créer, qui allait m'amener justement au lancement en 2006. Et j'ai commencé à faire ça, peut-être même 2007. C'était vraiment, parce qu'après, ça s'est passé très, très vite. Et je commençais à faire des petits jobs de graphiste, puisque j'avais appris toute seule, donc j'étais pas chère et tout. J'ai commencé à faire ça, et je me suis dit, oh là là, ça c'est sympa. Là, vraiment, je faisais des 3D pour des boîtes d'architecture, mais pour moi, c'était déjà merveilleux, quoi. C'était déjà, mais j'avais déjà réussi. Si j'arrivais à devenir graphiste, j'avais pas besoin de plus, quoi. Et mais j'avais quand même le truc de la créativité, de l'illustration qui continuait à, à chanter comme ça à mes oreilles et tout. Et à un moment, je me suis dit, là, donc j'ai découvert tout ça, j'ai découvert les communautés online, il y avait plein de choses qui se passaient comme ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, mon histoire d'aller à Paris montrer au directeur artistique, ça marche pas. Mon truc n'avance pas. Je commençais un peu à faire des dessins pour Biba et tout ça, mais bon, c'était mon rêve. Mais une fois que c'est arrivé, je me suis rendu compte que ça allait pas pouvoir me faire vivre, quoi. Hmm. Mais Donc, ça déjà, ça nécessite pas mal de lucidité parce qu'il y a beaucoup de personnes, et j'ai pu en faire partie, qui ont une tendance à beaucoup croire à la persévérance et à un moment donné, ça devient de l'obstination et on s'arrête jamais parce qu'on se dit non mais ça va finir par marcher ou quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez dit non mais en fait là, il faut que je change de voie, ça marche pas. ouais. Non, là, Et qu'est-ce qui a été l'intuition? Qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est une question qui revient souvent. Comment savoir quand persévérer et comment savoir quand s'arrêter et prendre une autre route, quoi. c'est difficile de vous répondre parce que je pense que l'un des talents que j'ai, c'est ce qu'on appelle en anglais, je sais pas comment on dit en français, c'est self-awareness. Je La sais pas comment on conscience de dit. soi, ouais. La Y a pas conscience de vrai. Je soi. trouve qu'il y a pas un mot génial en français, je trouve pour ça. Ouais. J'ai ça et c'est de là que vient beaucoup parce que en fait j'écris et c'est beaucoup d'humour, c'est beaucoup des textes humoristes et beaucoup de mon humour vient justement de cette conscience de moi, c'est-à-dire que je vois ce que je fais, euh, Hmm. j'arrive à voir, j'ai quand même fait des erreurs, hein, mais j'arrive, je me suis menti quand même parfois, mais quand même en général je vois ces choses-là, donc pour moi ça a été assez naturel et puis c'était simple, je suis assez matérialiste quand même et je voyais que et comme que j'arrivais pas à rejoindre les deux bouts, je vivais pas bien quoi. Hmm. Euh, je me rappelle parce que j'ai l'une de mes amies qui à cette époque-là, ma meilleure amie réussissait. Elle avait ouvert un restaurant, il était plein toute la journée. Elle avait plein d'argent, elle avait des billets dans ses chaussettes et tout. Elle était venue me voir un jour et j'avais vu sur son visage, on avait 30 ans, c'était juste avant que je lance mon blog, on avait 30 ans. 30 ans, c'est quand même un âge avancé quoi pour commencer une carrière. Et et j'avais vu dans son regard où elle s'était dit bah ça y est, c'est fini quoi. Elle va Hmm. jamais s'en sortir. Je vivais dans un petit appart avec un amoureux, c'était pas génial, rien n'était beau, rien n'était, et je le savais, j'en étais consciente, et voilà quoi, et encore une fois, hein, il faut savoir que dans ces moments-là, j'avais aussi beaucoup de bonheur, je faisais plein de trucs géniaux, j'avais plein de copains, donc c'est jamais noir ou blanc. Euh, et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, je vais tenter un dernier. Là, ça ne marche pas ce que j'ai essayé de faire. Je vais tenter une dernière chose. Je vais ouvrir un blog et j'arrête de passer mes journées entières à faire des dessins. Je me donne 1 heure par jour pour faire mon blog et je poste. Et après, je vaque à mes occupations. Il faut que je trouve un job. Il faut que je fasse, voilà, il faut que je me sorte de de cette impasse dans laquelle je me suis mise. Et après, le reste, the rest is history. Ça a explosé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça a explosé. Et là, en fait, c'est un petit peu comme ce fil que j'ai essayé de tirer. D'un coup, c'est tout venu d'un coup. Et Hmm. c'est là que j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé l'amour que j'avais en moi, euh, la lumière que je sentais en moi. D'un coup, ça a fait un immense flash.
Et j'ai trouvé un public. Ce qui est très important pour moi, c'est de parler aux autres. Et j'ai trouvé le succès, l'argent et tout ça, c'est venu un peu plus tard. Mais je me rappelle du jour où j'ai eu 18 commentaires sur un post. Quelques années plus tard, j'en aurais 500, enfin voilà. Et je me souviens non seulement d'avoir dit à mon petit ami à l'époque, il se passe quelque chose. Et moi, de me dire, il y a vraiment, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ai compris ça. Et je pense que moi, je suis très, je me moque de moi-même et tout ça, mais j'ai été assez, j'ai eu cette intelligence-là de comprendre ce qui se passait et puis surtout de voir que ce nouveau médium, les blogs, Internet, tout ça, c'était sérieux et que même si je savais pas du tout, parce qu'à l'époque on me dit mais qu'est-ce que tu fais, tu vas jamais gagner d'argent avec ça et tout, je disais non mais Ouais. alors Oui, le déjà plan était pas clair, il y avait pas une non, c'était stratégie. impossible pour Ouais, moi. ouais, Mais déjà, la valeur que le regard des autres peut porter, peut donner aux choses qu'on fait, même si c'est pas mesuré en billets en argent, c'est déjà une valeur tellement énorme quand on est quelqu'un de créatif qui se cherche depuis tant d'années que ça m'a nourri. J'aurais pu continuer comme ça pendant des années, je pense, même si je gagnais pas d'argent avec. C'est-à-dire que je pense que j'ai beaucoup manqué de ce regard. On m'a pas fait confiance sur ma créativité. J'en souffrais en fait, et je pense que j'en souffrais plus que je n'en laissais paraître. Et je pense que c'est souvent comme ça chez les créatifs, un peu contrariés, c'est qu'il y a une immense souffrance à l'intérieur et qu'on la fait taire parce que c'est pas donné à tout le monde ce qui m'est arrivé. C'est pas ouais. facile. Et, et donc voilà, et donc il y a eu cette espèce de petit déclic. Et là, j'ai parlé à mon petit ami et je lui ai dit, alors écoute, je pars à Paris. Voilà, je sens qu'il y Ah, a un parce qu'à truc. l'époque, vous étiez encore en Corse? C'était à Marseille. Ok. Marseille. J'ai dit, écoute, là, je sais pas ce que c'est, mais il se passe quelque chose. J'ai 2 000 € sur mon compte en banque. Et c'était genre mon PNL, je sais plus comment ça s'appelle en PEL. Ah oui, En ouais. Ouais. Et j'ai dit, j'avais l'impression que c'était une somme énorme. Hein. J'avais l'impression que voilà. Et donc j'ai dit, c'est bon, je casse mon PEL, je pars à Paris. Il m'a dit, mais t'es folle. Moi je viens pas et tout. J'ai dit, c'est pas grave, je partirai toute seule. Et je l'ai fait. Je suis partie toute seule. J'ai trouvé un appart. Mon PEL évidemment, il m'a fait 1 mois. Parce que le temps de trouver un appart et tout ça. J'ai trouvé un petit appart au-dessus du Marais qui était vraiment nul. Mais 1 mois plus tard, Amazon, je crois que c'était, non, c'était quoi? C'était un des gros sites comme ça qui se lançait à l'époque, m'a appelé pour me proposer un job. Et c'était le début de mon indépendance financière. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent avec ma créativité. Et après, bon, on peut rentrer Et le dans les... blog, c'était tout de suite, dès le début, donc de l'illustration, du texte, plutôt sur le thème de la mode? Ouais, c'était des petits dessins. J'étais très timide à l'époque, mais il y avait toujours cette espèce d'humour. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que mes mots avaient plus de pouvoir que mes dessins. Euh, et donc, j'ai commencé à creuser et à raconter ce que je fais toujours aujourd'hui, mes histoires, les histoires de ma vie. Ça a un petit côté un peu Carrie Bradshaw, Ouais. parce que c'est assez girly et tout ça. Et assez drôle et tout. Et ça a touché une corde, en fait, chez les gens. Il y a beaucoup d'honnêteté aussi, je pense, dans ce que j'écris. Euh, et, euh, et ça a touché les gens. Et j'ai tout de suite eu l'Express qui a fait un petit papier sur moi. Et je pense que j'ai eu la clairvoyance de me dire, je sais pas ce qui va se passer, mais on y va. Et Hmm. j'ai eu du courage, on va dire. Bah, Je peux féliciter la jeune femme que j'étais, complètement perdue, sans aucun network, sans aucun réseau, sans personne, et qui s'est dit, on s'en fout, on y va, on part à Paris, allez. vous avez eu des moments de peur à l'époque? Parce que je me mets à la place de pas mal de personnes qui nous écoutent, qui peuvent avoir une fibre créative en elles, mais parce qu'on a toutes ces injonctions, des parents notamment, de la société, etc., on se dit non, et puis finalement il y a beaucoup de personnes qui, contrairement à vous, et c'est ça qui a fait toute la différence, n'ont pas pris ces différents risques à plein de moments dans votre carrière, où
vous faites les pains au chocolat et les croissants, vous tentez votre chance à Paris en allant dessiner, ensuite vous refaites le coup quand vous êtes à Marseille, vous lancez le blog. Enfin, il y a eu plusieurs moments comme ça où vous prenez des risques qui restent, j'imagine, mesurés, parce que au final, vous auriez pu rentrer peut-être chez vos parents, j'en sais rien, mais beaucoup de personnes n'osent pas faire ça et préfèrent la voie de la raison, entre guillemets. Et vous Bah, je me pose la question de est-ce que en fait, d'une certaine manière, vous aviez aucune peur et donc c'était plus facile pour vous, ou est-ce qu'en fait non, vous avez dû faire preuve justement de courage et vous dites ok, ça me fait peur, mais j'y vais quand même parce que j'y crois, parce que j'ai cet instinct en moi, j'ai cette intuition. Ouais, je crois que j'étais tellement déprimée de pas trouver cette chose. J'en avais toujours rêvé, cette créativité. Je pense aussi que j'ai toujours été une grande amoureuse, que ce soit en amour ou et que enfin là c'est pour ça que je suis en Nouvelle-Zélande d'ailleurs en ce moment, c'est parce que je suis mariée avec quelqu'un qui travaille ici et j'ai du mal à expliquer cette chose-là, mais je suis quelqu'un de très passionné en fait et j'ai pas peur de l'inconfort. Je pense j'ai moins peur, je le vois parce que j'ai une famille, on est très liés et ils n'en reviennent pas en fait. Souvent ma mère notamment parce que je pense que la peur c'est compliqué en fait. C'est un peu dans notre ADN et enfin je sais pas parce que je vois ma mère souvent elle me dit mais c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais, tu déménages, tu abandonnes les choses, tu recommences et tout ça. Mm. Et pour moi c'est la seule manière de vivre et mon mari, c'est pareil d'ailleurs. Lui, il a fait pareil, il a une super carrière, il s'éclate, tout ça et parfois c'est dur, hein, ça demande des sacrifices, hem, mais heu, mais l'inconfort, ne nous fait pas trop peur en fait, je crois et c'est le prix à payer, je crois. Il y a un prix à payer, pour tout, hein, c'est-à-dire que j'ai été ça n'a pas toujours été facile, même quand j'ai lancé, heu le quand j'ai lancé le blog, pendant, j'étais l'une des premières à faire ça, on a été très critiqués. Moi, j'ai souvent été très critiquée, de faire quelque chose de nouveau. J'ai été critiquée par ma famille, ensuite j'ai été critiquée par, l'industrie de la mode, il y a eu plein de choses comme ça, et je peux comprendre et parfois il faut se poser ces questions-là. Moi, c'est ce que j'explique, je crois, dans mon livre ou alors sûrement j'en ai parlé dans mes écrits, c'est de dire, est-ce qu'on a la personnalité comme ça pour ça? Parce que ça peut être beaucoup de souffrance et parfois, c'est un bon choix aussi de se dire: «Mais non, mais moi j'aime, une vie plus tranquille, moins de prise de risques, je m'éclate plus à faire des choses». Enfin, cette prise de risque, c'est pas une garantie de bonheur. Ça peut être très, très, très dur pour certaines personnes et donc C'est vrai. je pense que le but de la vie, de toute façon, c'est pas de réussir comme, Garance ou comme, d'ailleurs, moi, je vois pas ma réussite, enfin, je vois pas ma vie comme une espèce de grande réussite. Je vois ma vie comme une vie avec des hauts et des bas, des moments intéressants, des moments moins. Mais l'idée, c'est la joie et la voie, en fait, c'est de se connaître soi-même et de pas avoir de regrets. Ça, je pense que c'est quand même assez important. Donc, voilà. Tout à l'heure, vous parliez d'émotion et vous disiez qu'on pourrait revenir dessus parce que c'était ça la clé qui fait que bah, vous êtes tombé amoureux, que l'audience vous a suivi. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Moi, en fait, j'ai eu cette intuition que j'arrivais pas à mettre les mots dessus, en fait. Je savais quand les choses se passaient, je savais quand il y avait des déclics et tout ça, mais j'ai eu une rencontre, une fois que j'ai commencé parce qu'en fait, une fois qu'on commence à faire les choses, c'est pour ça que je parlais de start where you are, commencer où on est, mettre un pas devant l'autre. Si on a vraiment envie, les gens vont sortir des buissons en fait pour nous aider une fois qu'on se donne. Alors pour moi, ça a été plus difficile en France, c'est quelque chose qu'il faut que je dise quand même, et c'est aussi pour ça que je suis partie au bout d'un moment. C'est que j'avais tellement besoin qu'on me soutienne. Et je suis allée chercher cet esprit américain hein, d'entreprendre et de dire vas-y et de qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout ça. Euh, et d'ailleurs, la rencontre que j'ai faite qui a été vraiment importante pour moi, c'était un Américain dont je suis tombée amoureuse, avec qui je suis restée pendant 7 ans, qui faisait le même métier que moi. Donc l'un des pionniers en fait dans ce truc, il faisait du street style. Et lui, en fait, il avait beaucoup plus ce côté, il avait lu quelques livres de self-development, il avait ce côté américain et tout ça. Et
et moi, je lui disais: «Mais je sais pas ce que je fais, je suis illustratrice, je suis photographe, je suis écrivain, qu'est-ce que c'est? Da. J'avais encore cet esprit très, français de mettre des étiquettes, mais qui je suis? Qu'est-ce que Critique. quel est mon métier? Mais voilà, et puis j'avais un peu honte parce qu'à l'époque enfin, c'est pas honte, mais ça a mis du temps, hein. Au début, c'était un peu, il y avait un côté un peu condescendant, enfin les blogueurs, Mais c'était ouais. pas la classe, quoi. C'était voilà, on était regardés vraiment de haut et tout ça. Il fallait avoir la, fallait être solide en fait quand même à ce moment-là. Et lui, il m'a dit, et lui, il m'a beaucoup, 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 il m'a changé ma vie et c'est quelqu'un que j'adore encore aujourd'hui. Et, c'est important aussi de reconnaître quand les gens nous aident et les choses qu'on n'a pas fait par soi-même. Il m'a appris beaucoup de choses, mais l'une des choses qui parle de ça, il m'a dit l'émotion, et il faut pas l'interpréter justement avec un côté français, d'accord? Il m'a dit: «Si tu as l'émotion, l'argent viendra». Voilà. Tu vas trouver des moyens. Si tu as l'émotion, les gens vont vouloir, je sais pas comment on dit, contribute, te soutenir, te Contribuer, te suivre, porter, te soutenir. voilà. Te et moi, à l'époque, je lui dis: «Mais c'est dégueulasse ce que tu dis, on peut pas faire payer les gens, pour». Il dit: «Mais si, c'est ça l'art, c'est ça la créativité, c'est d'apporter de la lumière dans la vie des gens». Et donc moi, j'étais encore très, 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 comment dire? Oppressée, en fait, par toutes ces idées, très, je sais pas, très classiques, un petit peu françaises, un petit peu Bah, qui française aussi, que l'argent c'est sale, qu'on peut pas ouais, gagner sa voilà, non vie en mais étant complètement. artiste. Ouais. Ouais, 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 non, mais vraiment, mais j'étais complètement prise dans tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai réalisé qu'il fallait que je parte parce que j'ai, je- ça aussi, j'ai eu conscience de mes faiblesses. C'est-à-dire, je me suis dit, le regard de l'autre est trop important pour toi pour que tu restes. Mmh. Euh, il faut que tu ailles dans un endroit où le regard de l'autre va te porter. Parce que tu peux pas, moi, je suis quelqu'un, c'est pour ça hein, que il y a plein de choses que je choisis comme ça, c'est-à-dire, j'ai conscience de mes faiblesses. Je sais que pour moi, c'était ce regard, j'avais besoin de me sentir, respectée, et comme je me sentais pas respectée, dans ce que je faisais en France, bah, j'en faisais moins. Je me cachais, j'osais pas et tout ça, et j'ai eu ce truc de me dire: «Non, non, mais il faut que je parte parce que je vais jamais y arriver là». Et donc lui, ouais, il m'a expliqué cette chose-là, et pour moi, ça a été un immense moment de transformation. C'est de me dire que l'argent, c'est pas sale, que, c'est une énergie, que toutes ces choses-là, qui sont encore pour moi, plus, comment on dit? Culture que nature. C'est-à-dire qu'il faut que je me le répète, parce que dans ma nature, j'ai toujours cette idée qu'on ne parle pas de l'argent, que demander de l'argent contre sa créativité, c'est quelque chose de sale et tout ça. Mais, avec assez, en m'entourant bien et en sachant où ne pas aller et tout ça, j'arrive quand même à continuer, avec ces choses-là qu'il m'a apprises. J'aimerais bien parler, si tu le veux bien aussi, de créativité. Pareil, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui sont des, on va dire, des créatifs contrariés, Mmh. parfois des créatifs pas contrariés aussi, mais qui peuvent ne pas assumer. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé très intéressant depuis le début dans ce que tu nous dis, c'est que tu avais cette fibre en toi, tu le sentais. Alors, toi, tu as été assez vite quand même essayer de la trouver. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent créatifs et qui n'osent pas. Honnêtement, moi, je te le dis, donc moi, en plus du podcast, j'ai créé une marque de joaillerie. Et pendant longtemps, j'avais tellement cette injonction de je dois être business et je dois être une dirigeante d'entreprise, etc., que d'une certaine manière, tu vois, je m'interdisais d'être créative aussi. Et je pense qu'on peut être créatif et business. En fait, maintenant, j'ai réalisé, mais ça a été assez compliqué pour moi dans ma tête, en tout cas, tu vois, de l'assumer. Mmh. Et bref, tout ça pour dire que, sans avoir une question très claire, je serais curieuse de savoir si tu as un message à passer ou si tu as des conseils à donner aux personnes qui se sentent créatifs mais qui n'arrivent pas à exprimer leur potentiel de créativité. Ah, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que c'est vraiment cette idée de trouver le fil, et il y a des exercices pour ça. Je crois qu'il faut pas se perdre dans sa tête. Heu, il y a un livre qui s'appelle The Artist's Way, qui est très connu, aux États-Unis en tout cas, et je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé ma créativité avant ça, mais
C'est un programme, en fait, où tous les jours, on doit faire ses lignes, tout ça. Et je pense qu'en fait, il faut être très humble avec ça. Je vais juste boire un peu d'eau, une seconde. Je pense que la clé, enfin pour moi en tout cas, je ne sais pas pour d'autres créatifs, mais pour moi, la clé de tout, c'est l'humilité. C'est-à-dire d'être humble par rapport aux résultats qu'on va obtenir, d'arriver à faire de la merde, c'est super important. Et le problème, souvent, c'est ça, c'est qu'on commence avec Oui, pas des exigences, ouais, des exigences hyper hautes. Et ce que je comprends, on regarde Picasso et on se dit non, mais moi je vais peindre, ça va être voilà. On entend une super belle musique, on se dit voilà, c'est ça la musique que je veux faire. Alors qu'en fait, mais ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il faut, et c'est ça l'humilité, c'est qu'il faut arriver à commencer et à traverser toutes les époques de merde. Désolée pour le, mais c'est vraiment ça. Euh, où tout ce qu'on va faire, c'est nul, mais nul, c'est nul. Puis en plus, c'est pas juste nul, genre une espèce d'une belle catastrophe. C'est, on a l'impression d'être chez, mauvais, quoi. on fait mauvais, on est chez Jiffy, on fait des meubles à la con, on fait des poteries qui ressemblent à tout ce qu'on a vu parce qu'il faut sortir en fait. C'est comme il y a un livre qu'il faut lire, c'est Femmes qui courent avec les loups. C'est super important, surtout pour les femmes. C'est un très beau livre qui nous met plein d'images dans la tête. Et cette idée de se nettoyer en fait de toutes ces espèces de choses, de toute notre nullité et tout pour arriver à trouver quelque chose. Et même de se dire, par exemple, moi, j'écris, j'adore ma manière d'écrire, d'accord? Je trouve que c'est génial et que personne d'autre n'écrit comme j'écris. J'aurais adoré écrire comme, j'en sais rien moi, Hemingway, mais je suis pas du tout comme ça. C'est pas mon type d'écriture, j'ai pas ce talent-là. Je suis une écrivaine mineure, mais en même temps, il y a tellement à faire dans ce, hem pardon, là, c'est vraiment mon problème avec le français et l'anglais. Non, mais dans cette Tellement catégorie, dans ce domaine. Il y a tellement à faire dans cette catégorie et peut-être qu'en fait, je vais élever cette façon d'écrire à quelque chose dont les gens se rappelleront pendant des Hmm. générations. Moi, mes écrivains préférés, c'est des gens comme Nora Ephron et tout ça. Quand on lit au début, on se dit mais c'est tellement facile. Et pour moi aussi, ça c'est l'une des choses que j'aime avec l'art et la créativité, c'est qu'il faut que les gens y croient que c'est super facile. J'adore ce côté-là. Et Picasso en parlait aussi. Euh, faut qu'il y ait ce côté jeu d'enfant. Et à chaque fois que j'ai essayé de faire des choses un petit peu intellectuelles, un petit peu justement où j'aurais eu cette espèce de reconnaissance, j'en sais rien moi, ouais, Ouais, des intellectuelle, pères. voilà, Ouais, c'est ça. ouais. C'est nul. Et puis c'est pas moi quoi. Et en fait, c'est cette espèce de, en fait c'est le curseur. Il faut arriver à faire tous ces trucs un peu pourris. Il faut arriver à essayer de faire des trucs qui nous dépassent complètement. Et petit à petit, le curseur se met au bon endroit. Et quand on a cette chose-là, c'est-à-dire moi, ma manière d'écrire par exemple, moi personne peut m'attaquer sur ça. C'est-à-dire on peut me dire ce qu'on veut. Pourtant, je suis très sensible, hein, comme je disais, je suis sensible au regard des autres. Mais mon écriture, c'est la mienne. Et j'y travaille depuis des années. Et la manière comment je sais que c'est moi, c'est que quand j'écris, je suis en amour, je suis dans une joie, je vois pas le temps passer. Et là, je sais que c'est quelque Hmm. chose qui vient de plus loin que moi. C'est l'intuition, c'est le divin, c'est ce qu'on veut. C'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais c'est le flow, quoi. C'est cette espèce de truc. Et donc, c'est la créativité, la fibre artistique, c'est comme ça que ça se trouve, en fait. C'est à quel moment on sent la joie. Et si on sent ça, en général, notre audience va la ressentir. Et parfois, il faut se mettre dans un état. Par exemple, moi, il y a des fois où je suis dans une espèce de d'humeur un peu je vais écrire pendant 3 heures et tout ce qui va sortir ça va être pontifiant, ennuyeux, tout ce qu'on veut. Et je peux je sais pas, aller boire un café de trop, être un peu speed, et là ça va être génial. Ou alors je vais aller faire un jogging, ou alors donc il y a tous ces trucs et tout ça il faut apprendre à se connaître Hmm. pour et ça prend du temps, mais ça veut pas dire que ce qu'on fait au début, quand c'est pas encore complètement fini et tout ça, n'a pas de valeur. Ça veut dire, on le sait parce qu'on sent, ok, ça c'est vraiment moi.
Je sais pas si j'ai répondu à la question. Totalement, ça me fait réfléchir. En fait, bon, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est créatif ne veut pas dire que t'es bon en exécution tout de suite, si je Ah non. reformule. Et, et du coup, ben, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans leur tête, tu vois, qui se disent, ah, mais j'ai une fibre créative. Et du coup, en fait, ils se projettent et en fait, tout de suite, ils pensent que ça va être de qualité. Mais non, enfin, c'est pas parce que t'es Ah créatif non. que ça va être bien fait. Donc, Et je le souhaite parce que le processus créatif ne doit surtout pas être un processus de réussite immédiate. Il doit être un processus justement ça, qui ressemble à la vie, c'est-à-dire il y a beaucoup d'échecs pour un moment où on fait des choses bien. Je veux dire, le processus en lui-même représente vachement la vie. Enfin, on n'est pas, il faut se enfin, moi, je pense pas que quelqu'un, un bon artiste, il n'y a pas de génie sans, enfin, sans erreur, sans honte, sans faire des trucs où on se dit non mais j'espère que personne va voir ça. C'est important tout ça. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'une humilité, ouais, d'humilité, mais une humilité confiante en même temps, en hmm, soi. cette fameuse self-awareness pour reprendre Ouais, l'anglicisme. c'est ça. De me dire bon bah voilà, ce que je fais c'est pas pour tout le monde. Ce que je fais, ça n'est que moi. Il y a personne d'autre qui a cette, comme on dit en anglais, my voice. Nobody, personne ne l'a. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben c'est ça que j'ai à offrir au monde et j'ai de la chance parce que j'ai des gens qui aiment. Et maintenant, mon but, c'est de raffiner ça et d'en faire quelque chose d'encore mieux. Et je peux vous dire que ça fait maintenant 20 ans que j'écris et que j'ai encore énormément à apprendre et que j'apprends tous les jours. À un moment donné, tu fais le choix, je me rappelle plus en quelle année, de d'arrêter un peu finalement de participer au monde de la mode, les défilés, etc., et de continuer dans la voie créative, d'écriture, d'illustration, et avec ton fameux humour, mais en fait en changeant un peu de thème, quoi, puisque avant t'étais, enfin, en tout cas dans le début de ta carrière dans le blog, t'étais quand même très orientée sur la mode. Et je serais curieuse de savoir, je sais que t'en as parlé dans un article, mais pourquoi ce choix qui paraît encore une fois d'un point de vue extérieur comme une fourche, tu vois, dans ta carrière où tu dis non mais en fait là c'est bon je pars à droite quoi. Alors Ouais, que tout laisse penser que tu serais parti à gauche. ouais, non mais ben ça aussi, enfin, du point de vue financier et tout, c'était une catastrophe. Oui, ça paraît pas Non, c'était une catastrophe. Je gagnais tellement évident. bien ma vie. Je voyageais en première classe à travers le monde. J'étais invitée à tous les défilés. Mais qu'est-ce que j'étais mal. Oh là là. Et pour moi, je pense qu'en fait, j'adore l'argent, hein. J'aime les belles choses. J'adore dépenser des sous, tout ça. Mais j'adore pas l'argent tant que ça, quoi. Donc, ça a été dur parce que moi, souvent, les choses sont dures pour moi parce que j'écoute trop les autres. Je demande trop de conseils. Hmm. Et ce que j'adore faire, c'est savoir exactement ce que je veux et ensuite demander leur avis à 250 personnes, même des gens, même mon taxi driver, n'importe qui. Et donc après être mais bourré de doutes, ne plus endormir pendant des mois et ensuite revenir à la décision que j'avais au D'accord. début. Ça, c'est l'un de mes grands talents. Tous les gens qui travaillent avec moi le savent et me disent: «Mais arrête, arrête de demander conseil, ça voilà, tu dois avoir Tu dans sais ce ta que vie». tu veux en plus. Non, mais je sais ce que je veux et puis je pense que c'est vrai dans la vie, il faut avoir 2-3 personnes en qui on a confiance, pour en fait, c'est pas tellement demander conseil, mais avoir une caisse de résonance, des gens avec qui parler, de nos choix et tout ça et puis après faut arrêter quoi, faut y aller. Mais moi je sais pas faire ça. Je suis la reine du doute et donc ça m'a pris quelques années, parce qu'encore une fois je le dis ça parce que je veux pas. Ce serait une tellement belle histoire de dire: «Oh là là, j'ai tout plaqué du jour au lendemain», peut-être que si un jour je fais un film, je le ferai comme ça, quoi, parce que c'est beaucoup plus cinématographique. Mais non, j'étais, un peu courageuse, un peu, c'est quoi l'opposé de courageuse? Euh, Un peu, bon, j'ai un peu sans courage, je sais plus comment on dit. ouais. Et donc, je suis partie un petit peu pendant. Ça m'a pris quelques années quand même, où je me disais bon, si j'allais pas à ce défilé, tiens, si je disais non à ça et tout ça. Et j'ai arrêté. Mais la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que j'avais fait le tour du truc et ça m'intéressait pas en fait. Enfin, ça avait été génial pendant un moment,
Mais si vous voulez, en fait, il y a un moment où on est un outsider et c'est là que c'est génial parce qu'on apprend tous les jours. Moi, j'aime apprendre, je suis très curieuse, en fait. Il y a un moment où je suis devenue partie de l'industrie, où j'étais assise au premier rang. Et en fait, tout ce qui me restait à faire maintenant, c'était de garder mon premier rang, Mmh. voilà, d'être accrochée à ma réussite. Et maintenant, il y avait derrière moi des centaines de jeunes nanas qui avaient envie de se battre pour arriver là où j'avais été, même plus. Hein, certaines m'ont dépassé, mais de beaucoup plus. Et moi, je m'ennuyais en fait. C'est-à-dire que cette bataille m'intéressait pas du tout. Et en même temps, je savais que si qu'il y avait, en fait, il y avait plus nulle part où aller en fait. J'allais faire quoi? Enfin, je sais pas, ça m'intéressait plus tellement. Et puis, j'adore la mode, j'adore m'habiller, tout ça, mais pour moi, ce qui était intéressant, c'était cette découverte en fait. Et j'avais amené mon audience et tout ça, mes lectrices avec moi. Et là, j'avais plus rien à leur raconter. C'était nul, quoi. C'était genre, quelles sont mes nouvelles chaussures qu'on m'a offert. Mmh. Je trouvais que c'était pas une vie d'aventurière et ça m'intéressait moyen. Et puis c'était très déprimant parce que le problème quand on fait partie d'une industrie, moi je fais partie de rien en fait là, j'écris, je fais ma vie, je vais là où ça m'intéresse et tout ça, mais quand on fait partie d'une industrie en fait reviennent toutes ces choses que j'ai fuies de l'école, c'est-à-dire surtout dans la mode, qui c'est qui est la plus mince, la mieux habillée, qui a le meilleur job et tout ça. Et cette compétitivité était tellement vaine pour moi, ça me, ça me faisait souffrir parce qu'encore une fois, je me battais quand même, donc j'ai ce courage et cette clairvoyance, et aussi le regard des autres est hyper important. Je souffrais de pas être assez mince. J'arrivais pas à me détacher de ces trucs-là, et je me disais, écoute, si t'es pas assez forte pour être toi-même dans ce monde-là, mais pars quoi. Voilà, si tu vas en souffrir tous les jours parce que t'es pas assez ceci, pas assez cela, parce que machine t'a volé ta place, parce que ceci, si t'arrives pas à flotter au-dessus de tout ça, que j'ai des copines dans la mode où je leur dis mais comment tu fais? Elles me disent non mais moi je rentre chez moi le soir, j'enlève mes vêtements et c'est fini. Alors que moi j'étais trop Mmh. sensible. Et donc, j'allais pas quand même, même pour beaucoup d'argent, me faire une vie de misère. Et puis, il y a plein de côtés en fait. Euh, un jour, je parlais à Kanye West, qui était un copain, et euh, et je lui dis, et c'était devant un défilé, et je lui dis, oh, mais alors, c'est qui t'a envoyé là? C'est qui t'a invité à la Fashion Week et tout? Et il dit, mais personne. J'ai mon propre avion, je m'invite moi-même. Et je me souviens, j'adore son arrogance parce que je trouve qu'il bouge les choses et tout ça. Bon, il dit parfois n'importe quoi, mais il a des accès de génie. Et j'ai compris une chose vachement importante, c'est que en fait, euh, je sais pas comment on dit en français, mais il y a un côté de porter les vêtements qu'on nous offre, de voyager, il y avait un côté, je sais pas, c'est un peu pique-assiette, quoi. Il y avait ce côté, et je voulais surtout pas avoir cette vie. Je voulais Mmh. pouvoir me payer les choses que je portais et tout ça. Il y avait un côté où je me disais, parce que en Bah, fait, être dans la dépendance, en fait, puisque initialement, voilà, toi, tu avais recherché exactement, c'est ça que j'essayais. l'indépendance C'est financière. que j'étais dans cette, j'avais retrouvé en fait une espèce de forme de dépendance où il fallait être gentil avec les marques si on voulait être bien assis, où il fallait, et moi, quelque part, je pense que j'ai un côté un peu rebelle ou je sais pas quoi, et mais ça me déchirait le cœur, quoi. J'en souffrais vachement, j'arrivais pas. Et j'ai des copines, mais ça leur posait aucun problème. Et donc, j'ai voulu me détacher de ça parce que je me suis dit, c'est pas un endroit pour toi. Et, euh, et c'est pas grave, tu sais pas encore quel est ton endroit. Donc, encore une fois, un petit peu, parce que souvent dans la vie, si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut lâcher une corde avant de savoir quelle est la prochaine. C'est le seul moyen en fait de découvrir des choses profondes sur soi-même. Si on a toujours, alors évidemment, moi je sais très bien que à tout moment dans ma vie, si j'ai un problème, je rentre chez moi en Corse, d'accord. Évidemment que j'ai un filet de sécurité. Enfin évidemment pas tout le monde de là, mais moi j'ai ça. J'ai une famille très liée, très qui est vraiment toujours là quand on a besoin, c'est hyper important. J'ai ça.
Mais, mais pour le reste, oui, je prends des risques assez facilement, heu et c'est comme ça, en fait, que je découvre, qui je suis, qui est je me répète, hein, mais souvent, il faut se rappeler que quand on est écrivain pardon, je bouge un petit peu. Quand on est écrivain, c'est ça qui est intéressant. C'est d'écrire, c'est de raconter des histoires, c'est de raconter quand on s'est planté, quand que c'est de vivre l'aventure humaine et donc pour moi, là, c'était mon aventure humaine, dans la mode, elle était finie et c'était soit, encore une fois, soit je choisissais cette dépendance, cette vie un petit peu je sais pas comment on dit, ça faisait un petit peu la cour, voilà, de d'être Mmh. gentil avec le roi et Oui, tout ça oui. et j'y arrivais pas, en fait, j'en souffrais. Je le faisais, hein, parce que j'étais quand même je voulais les cadeaux et tout, hein, je suis humaine, hein, mais je me disais: c'est pas la meilleure, facette de toi, pars». Garance, pour terminer, j'ai quelques questions que je pose toujours à mes invités à la fin. J'appelle ça mon crible. Et tu vas voir, c'est des questions un peu perso, Ouais. comme on parle que de choses perso de toute façon. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie personnelle ou professionnelle un grand échec dont tu pourrais me parler et surtout les enseignements que tu en as tirés? Heu, je sais pas, il y a plein de choses, j'ai non, pas un grand échec parce que non, des déceptions, ou des moments où j'étais bête, heu, où j'étais complaisante. Hem, Par exemple, quand Instagram est arrivé, j'étais bien, je faisais mes blogs et tout, je me suis dit: «Oh là là, on s'en fout». Alors qu'en fait, mes amis, enfin mon ami, qui est un peu visionnaire, m'a dit tout de suite: «Non mais ça c'est le futur». Voilà, donc là ça fait 15 ans je crois qu'Instagram, donc ça voilà, la complaisance, ça m'a beaucoup appris de cette erreur. J'étais à un moment moi où j'avais beaucoup de succès et je pensais que ça n'allait jamais changer. Donc ça, c'est important, tout le monde à un moment l'apprend d'une manière ou d'une autre. Heu, non, il y a plein de choses, je sais pas, même le fait de pas avoir eu d'enfant, heu, c'est des choses bon, c'est un trop grand sujet pour, rentrer, là-dessus maintenant, mais toutes ces choses-là, en fait, créer la personne qu'on est et c'est ça qui est merveilleux dans la maturité aussi, c'est d'apprendre, de voir les moments où on a été, je sais pas comment expliquer, mais je me vois un petit peu comme un sujet aussi parfois, vu que j'écris sur ma vie et donc c'est ça qui m'intéresse en fait, beaucoup. Donc des grands échecs, non, j'ai eu plein d'échecs, j'ai eu plein d'histoires d'amour qui ont foiré, j'ai non, j'ai fait mais pour moi, c'est comme le succès en fait, c'est intéressant, mais c'est ouais, c'est pas super important. Voilà. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous auriez envie de refaire différemment? Heu, c'est une question difficile parce que non, ça va. Enfin, j'ai pas l'impression, je pense que c'est en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que qu'on peut toujours, aller demander pardon si on a fait du mal. Je pense qu'on peut toujours, sublimer les choses qu'on peut avoir ratées dans la vie, ou des moments qu'on a loupés et tout ça. Je pense qu'on peut trouver je sais pas comment dire, j'arrive pas moi à voir la vie comme échec et succès. C'est ça, j'arrive pas. J'arrive pas à voir la vie comme, bon et méchant, j'arrive pas, ça pour moi, c'est plutôt, comment on cultive une personnalité, un comment, pour moi la vie ça doit être intéressant. Voilà, c'est ça. Donc intéressant, ça veut dire tout. Ça veut dire échec, réussite, trucs qu'on a ratés, regrets, tout ça. Voilà, pour moi, c'est ça qui enfin moi je trouve que c'est ça qui me rend intéressante quand voilà, quand je parle, quand je raconte et tout ça.
Et j'aime Donc bien quand les gens sont comme ça, j'aime pas les gens qui sont là: «Bon alors le succès, c'est comme ça», ç ça me plaît 2 minutes d'écouter, Tony Robbins et tout ça, mais je me dis: «Un peu boring quand même». un peu plus de subtilité alors peut-être. Ou en tout cas pas de recette, pas de Non, malheureusement, c'est ça et je pense que c'est l'un de mes j'ai beaucoup à un moment, je me disais: «Non, mais il faut que tu sortes des recettes, pour, la réussite ou le style et tout ça» et j'ai jamais réussi à me mettre dans une de ces boîtes, en fait, ça aurait pu être, je pense, la clé, d'une grande réussite, mais pour moi, je tisse plus cette espèce de les écrits et tout ça et je pense que je me retournerais et que déjà j'ai un body of work, une œuvre en fait, que je suis en train de créer et qui est au plus proche de moi. Et je pense que si j'étais par exemple devenue gourou wellness, toutes ces portes auraient été ouvertes à un moment, hein, pour moi. Il y en a eu plein. On aurait pu parler de ça aussi, des portes qui sont ouvertes, grandes ouvertes, mmh. du moment qu'on commence à avoir une réussite et que moi j'ai refermé en fait, pour faire quelque chose qui finalement est plus obscur, enfin plus caché et tout ça, mais qui me permet de m'exprimer. Donc ça aussi, c'est un risque. C'est-à-dire que, heu, le refus, en fait, du succès De la éclatant. facilité. Ouais, c'est même pas de la facilité, mais de une fois qu'on a réussi un petit peu comme j'ai réussi, c'est il y a plein de perches qui nous sont tendues pour être, successful dans plein d'autres choses, quoi. Et heu et dire non, moi, j'ai dit beaucoup non à des choses très tentantes. Des choses qui auraient pu me faire devenir célèbre, des choses qui auraient pu me faire devenir riche et tout ça. Mais si je sentais pas que c'était fait pour moi, j'ai dit non. Et j'ai jamais regretté ça, par contre. Garance, qu'est-ce que vous trouvez beau? Ça peut être au sens vraiment esthétique, ou ça peut être, je sais pas, un comportement, ça peut être métaphorique. Hem, Moi, ce que il y a eu un grand moment dans ma vie au niveau de la beauté. Et j'ai une sœur avec qui je suis très, très proche, qui est très intelligente, très sensible. Et j'ai des conversations avec elle et elle m'ouvre beaucoup les yeux, elle m'éclaire. Et, et je me souviens que un jour, j- on parlait de la beauté des hommes. Et moi, j'adore les hommes, je les trouve incroyables, beaux. J'ai j'adore leur présence dans la vie des femmes. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je trouve noble. Et évidemment, je parle des hommes bons, des hommes qui m'ont entourée, mon père, mon mari, mes amis, même mes ex que j'adore et tout ça. Et malgré tout, j'avais un côté de moi qui était hyper midinette, comme ça, et qui était très attiré par les hommes un peu plastiquement parfaits, comme ça. Et un jour, je lui montrais un homme. Je dis: «Oh, regarde comme il est beau, lui». Et elle m'a regardée, elle m'a dit: «Mais c'est pas ça la beauté». Et rien que ça, je sais pas, ça m'a tellement touchée parce qu'elle avait tellement raison. Et on a commencé à parler, qu'est-ce que c'est justement cette beauté? Et je vais pas définir là, mais cette petite phrase, c'est pas ça la beauté, je l'utilise super souvent dans ma vie. C'est quoi la beauté? C'est pas ça. C'est pas le côté plastique et tout ça, c'est l'énergie qui se dégage, d'un homme par exemple, de comment comment il change la pièce quand il entre, dans la pièce. Et d'ailleurs, mon mari, je trouve il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. Il a cette espèce d'énergie très forte et hem et ça a changé, ma façon, de voir la beauté. Ça m'a aidée à mûrir sur ça. J'avais un côté encore enfant et je l'ai toujours, hein, ce côté enfant, mais j'arrive à me dire parfois: «Mais Garance, c'est pas ça la beauté». Et alors à l'inverse, qu'est-ce que vous trouvez laid? Qu'est-ce que vous n'aimez pas voir? Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Je pense que ce qui m'emmerde, c'est, je sais pas comment expliquer ça. C'est la co être tr les gens qui sont très ignorants et qui ne s'en rendent pas compte, en fait. Mmh. En général, je crois que c'est Gad Elmaleh qui avait dit ça. Bah, de toute façon non, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Les les gens bêtes ne se rendent pas compte et en fait, cette espèce en ce moment, je trouve que c'est on
on entend des choses parce que tout le monde a une voix aujourd'hui et tout. Et le problème, c'est pas tellement de ne pas savoir les choses, c'est de ne jamais douter. Voilà. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est un petit peu toute notre conversation. Je pense qu'il y a beaucoup de cette idée du doute, de douter de soi, de se dire je suis pas parfaite, j'ai pas fait des choix parfaits et tout ça. Et je trouve qu'on ne sait plus douter, on ne sait plus dire explique-moi. Non, je sais pas. On ne sait plus dire j'ai pas d'opinion parce que je suis pas assez informée. On sait plus dire. Maintenant, je trouve qu'on a tous des avis hyper tranchés. On s'engueule sur Internet pour des choses mais ridicules. On n'a aucune connaissance. Et c'est cette encore une fois humilité de se dire mais en fait j'en sais rien. Je peux pas connaître je peux pas. Il faut que je me mette à la place des gens. Il faut. Donc moi j'essaye. Parfois je suis comme ça aussi. Hein, j'ai mes moments. Je suis On les a têtue. tous. Voilà. Mais quand même, en général, j'essaye de garder ce sens de me dire non mais je sais pas là, je sais pas de quoi je parle, je sais pas si mon opinion elle est valide. Il faut que je voilà, il faut que je creuse, il faut que j'écoute. Voilà. Donc c'est ça en ce moment qui me fatigue. Euh, mais bon, je trouve qu'en fait on est de moins en moins éduqués et je pense que les générations d'avant disaient peut-être ça de ma génération. Mais quand même là. Hein. Bah, disons que là, c'est vrai qu'on est arrivé à une époque où tout le monde dit tout et son contraire avec absolument aucun contexte, aucune information, enfin, et se permet effectivement de donner son Non, mais avis. On a envie de dire, mais écoute avant de donner ton avis parce que, et ouais. ah non, mais c'est fou, ouais. Puis voilà, Et donc parlons c'est même des valorisé. experts, voilà, des experts en tout genre. Ouais. J'étais en train de parler avec Émilie, ma business partner, sur parce que j'ai une marque de beauté ce matin et je lui disais j'écoutais un podcast en fait sur les protéines. Et donc la personne qui expliquait ça, c'est quelqu'un qui fait des suppléments protéinés et qui expliquait qu'en fait, par exemple, une femme doit manger à peu près 1500 calories par jour, on va dire, entre 1500 et 2000 calories par jour, et que elle ne peut pas manger assez de protéines avec ce budget calorifique. Et c'est en ce moment ce qui nous est dit qu'il faut manger plus de protéines que en fait ce qui nous est accordé. Et j'étais là, mais c'est fou. Et il y a 2 ans, on nous disait qu'il faut manger tout vegan, végétalien. Et ça aussi, enfin, des experts qui sortent de tous les côtés, on sait plus quoi manger, on sait plus quoi penser. Enfin, voilà, bref. L'alimentation, je dois dire, ça fait partie des thèmes compliqués, hein, parce que c'est tout le monde a des avis, on dit tout et son contraire, les modes ça change tous les ans, enfin bon, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bon, Euh, il y en a plein. Non, mais après, moi, je peux parler, je peux parler. Je suis désolée encore vraiment. Je tiens à m'excuser auprès de votre audience pour mon français. C'est une catastrophe. Hein. Non, mais c'est chantant, Garance, et puis ça fait plaisir pour une fois, parce que moi je fais plein d'anglicismes et pour une fois, écoutez, la faute sera sur vous. Et donc je suis assez contente, vous me faites vous protéger là sur ce coup-là. Moi, parce que pendant des années, j'étais énervée parce que mon anglais n'exprimait pas le fond de mes pensées. Et en fait, ça s'est retourné contre moi. Et Ouais. maintenant, c'est mon français. À l'écrit, ça va. Mais alors là, je m'entends parler et je me dis, mais c'est pas Non, non, possible. Quoi. J'ai un c'est très accent. bien. Et je me suis moquée de Jean-Claude Van Damme pendant des années. Hein. Je pensais qu'il faisait exprès. Mais non, comme beaucoup de choses, Jean-Claude Van Damme nous a prouvé qu'en fait, c'était lui qui avait raison depuis le début. Exactement, le pauvre. Surtout. Mm. Ouais. J'ai encore trois questions pour vous, trois, quatre questions pour vous. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui vous parle, peut-être que vous êtes répété à des moments difficiles ou au contraire qui vous apporte de l'énergie, enfin, je sais pas, une phrase que vous pourriez partager avec nous? J'en ai une, mais je m'en souviens plus. Là, elle m'échappe. Euh, mais il y en a plein en fait. Je sais pas. Là, il y en a aucune qui me vient comme ça. Pas de Euh, problème. ça va me Bah, revenir probablement avant si la elle fin de revient, vous ouais, pourrez l'insérer. ça marche.
encore des petites questions. Une croyance qui est controversée. Alors celle-ci, je l'aime bien. C'est ma question un peu non politiquement correcte. En gros, est-ce que vous avez une opinion sur quelque chose ou vous constatez que les personnes autour de vous ne sont plutôt pas d'accord? Ça peut être dans la presse, ça peut être, je sais pas, vos amis, vos collègues, peu importe. Mais vous constatez que vous êtes plutôt pas dans l'air du temps sur un sujet et Moi, que... non, moi, je suis dans l'air du temps sur rien et je garde ces pensées pour moi. Très bien. C'est-à-dire, bah non, ça, je trouve que c'est très bien aujourd'hui aussi d'apprendre à. Moi, je pense que l'une des grandes choses que j'ai apprises, c'est de me taire. Je pense que mon rôle, c'est pas ni de donner mon avis sur la politique, mais rien en fait, quoi. Enfin, justement, je trouve qu'aujourd'hui, j'en ai marre d'entendre des acteurs me donner des leçons sur une chose et l'autre. Donc, ouais, j'ai plein d'avis, mais comme tout le monde, je pense. On n'ose plus rien dire et tout ça, mais en même temps, c'est bien qu'on apprenne un petit peu aussi à garder nos débats pour la cuisine avec nos amis le soir et tout ça. Voilà quoi, je pense que c'est là qu'on s'exprime le mieux, qu'on est compris. Les opinions lancées à la va-vite comme ça sur Internet, je pense que c'est un peu la maladie du temps présent. Je l'ai Et c'est fait peut-être ça, parfois. l'opinion controversée. Ah non, mais vraiment, ouais, non, non. Moi, d'ailleurs, on m'engueule parfois. On me dit oui, t'as pas pris position sur Ouais. ceci et cela. Le dernier truc, j'en sais rien. Enfin, il y a toujours un dernier truc à prendre position. T'as pas mis ton drapeau, t'as pas. Je dis mais non, effectivement, je ne l'ai pas fait et ça peut énerver plein de gens et peut-être que oui, effectivement, c'est ça qui est. Mais ouais, j'essaye de pas faire aux autres ce que moi je supporte plus qu'on me fasse, c'est-à-dire que des gens qui sortent de nulle part me donnent des opinions sur des sujets où je sais très bien qu'ils n'y comprennent rien. Enfin voilà quoi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis qui vous vient à l'esprit? Bien sûr, beaucoup. Qui me vient à l'esprit? Oh! Ben, justement sur, la politique, sur plein de choses. Je suis quelqu'un, qui change d'avis, qui le dit, heu, sur quoi? Mais même sur des choses plus là, par exemple, plus je vieillis, en fait, j'accepte beaucoup, heu, j'ai plus du tout ce côté, un peu moqueur qu'on peut avoir, sur les gens, qui font qui en France, on a souvent ce côté de se moquer des gens qui font beaucoup pour réussir. Je sais pas comment on dit, et moi, en fait, maintenant, on a un dicton avec ma sœur, c'est on va, on fait. Et c'est un truc entre sœurs à la con. Mais en fait, maintenant, ce que j'adore, est-ce que les gens font? Voilà, c'est tout. Moi, j'aime les gens. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur tous les gens qui parlent sur Internet et tout. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. La vie, les gens qui parlent. La vie, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on fait demain? Voilà. Et donc, je sais plus c'était quoi la question, mais voilà. Maintenant, je juge les gens. Enfin, pas que je juge les gens, mais j'arrête. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose et c'est moche et ou alors leur idée de business, c'est une catastrophe. Je suis pas d'accord. Mmh. Je juge plus ça, mais je me dis, ils se sont levés le matin, ils se sont bougés, ils ont eu du courage, ils ont fait. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est les gens qui font et qui se plantent parce qu'ils vont revenir demain avec une meilleure idée. Et cette fois-ci, ça va être la bonne. Et même les jeunes influenceurs qui sont là, qui se mettent en avant, qui marchent dans la rue, qui reviennent et tout machin. Je me dis, mais ouais, c'est nul, ça a l'air con et tout. Mais moi, déjà, je faisais ça il y a 20 ans. Et puis, ils font. Et peut-être qu'un jour, ils vont trouver ce fil dont on parlait. Et donc, si vous nous écoutez et que vous faites des choses, eh ben, vous avez toute mon admiration parce que c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est l'action. C'est arrêter avec les mots, arrêter de conceptualiser et tout, et juste se mettre dans l'action et y aller, quoi. Donc ça, Et j'ai avoir le changé. courage de s'exposer aussi, de se montrer Avoir le vulnérable et courage tout. de Parce que c'est s'exposer, facile d'être caché derrière son écran et de critiquer. exactement. Oui, et puis Mmh. c'est facile, même en tant que créatif, d'attendre le moment où notre peinture va être merveilleuse pour la montrer. Non, il faut montrer tout de suite. Et même Ouais. si on a les critiques des gens et tout, il faut y aller, Faut quoi. montrer sa croûte. Faut y aller, faut pas avoir peur parce que il y a que en se frottant à la vérité du monde que on peut avancer et que on peut apprendre cette si belle humilité, ce si beau courage et tout ça. Donc faites,
Moi, pour moi, c'est ça. On s'en fout. Faut pas se poser trop de questions. Faut pas prendre trop de conseils. Faut pas lire trop de livres de développement personnel. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais je me suis perdue pendant des années à lire des livres de développement personnel. À un moment, il faut juste faire, quoi. Et c'est ça, fall in love. C'est ça, c'est juste, allez, on y va, on fait, quoi. Eh ben, merci Garance. J'ai une dernière question pour vous. C'est, est-ce qu'il y a un ou des livres, peut-être pas de développement personnel du coup, qui vous Non, ont... mais il faut pas se perdre. Il y a tellement d'écueils en fait dans la vie, Mais bien d'endroits dans sûr. lesquels on peut se perdre. La thérapie, ça peut être un écueil où on passe notre vie à attendre d'être soigné. Comment on dit en anglais? On dit to be healed. Et en fait, on n'est Hmm. jamais healed. Et donc, il faut pas attendre d'être healed pour commencer à faire quelque chose. Les développements personnels, c'est pareil. Lisez un livre et puis après, on y va. Et donc, pardon, la question. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il y a quand même un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont fait réfléchir d'une manière différente, qui vous ont peut-être un peu transformé, enfin, ou qui vous ont fait passer à l'action, justement? Ben, il y en a plein, en fait. Il y en a plein quand même au fil des années. Mon livre dont je parle toujours, c'est Femmes qui courent avec les loups parce que ça parle Hmm. beaucoup d'intuition, de nettoyage intérieur, de rapport à notre linéage. Je sais plus comment dire. Notre la généalogie. Voilà, enfin des choses que l'on porte pour nos parents, que l'on voilà, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes et belles et mystiques parce que j'ai un côté quand même un peu, je sais pas mystique, mais spirituel, ça c'est sûr. Et j'y crois à la destinée, à ces choses-là. Donc ça, c'est un livre qui me rattache beaucoup à ça et que j'aime bien, sur lequel j'aime bien revenir. Françoise Sagan, parce que pour moi, c'est un modèle et c'est une héroïne, parce que justement, elle avait, alors évidemment, je ne saurais même rêver d'être un jour à son niveau, mais elle avait cette espèce de liberté avec l'écriture. Elle a écrit tellement de merde, des livres mais nuls, parce qu'elle avait besoin d'argent, parce qu'elle jouait au casino. Mais j'adore les vies comme ça. Elle était tellement scandaleuse à la fois et tout ça. Donc, il y a un livre qui a un recueil de ses meilleures nouvelles que j'adore et que quand j'ai besoin de ce courage artistique, de dire mais on s'en fout quoi, on écrit, voilà. Eh ben j'y vais, je la relis et puis elle avait un humour. Moi, ce qui guide ma vie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est l'humour, c'est les gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes. Euh, c'est vraiment la chose la plus importante de la vie pour moi, l'humour. Et Françoise Sagan, elle en avait des tonnes. Et voilà, donc ces livres m'ont changé complètement, m'ont changé ma vie. Euh, et après, il y en a plein, mais je sais pas, il y en a pas un sur le niveau, au niveau du business et tout, euh, qui me vient comme ça. Mais pour moi, le business, c'est ça. Hein. C'est vraiment, c'est un monde de gens qui se lèvent le matin, qui appellent des gens, qui font bouger les choses. Et c'est pas beaucoup plus difficile que ça, en fait. Qui se bouge aussi. Hmm. Ouais, c'est ça. Le créer de la vie, enfin, c'est juste se bouger, se lever le matin. En fait, c'est créer de l'énergie. C'est générer, c'est arriver à générer de l'énergie. Quand on génère de l'énergie, on est attractif, les gens viennent à nous. C'est tout, faire du business, c'est ça. Enfin, je dis du business parce que je sais que c'est votre sujet. On peut en Oui, même si participer, mais c'est assez large et on a plein de personnes qui nous écoutent, qui sont business créatifs, ouais. qui sont alors blogueurs, je sais pas, mais qui sont influenceurs. Enfin, il y a vraiment une audience assez large. Garance, franchement, merci vraiment. C'était je trouve que c'était franglish mais passionnant. Désolée. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Quand même pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient continuer soit la discussion, soit peut-être travailler avec vous, en savoir plus aussi, parce qu'on n'a pas du tout parlé de votre marque de produits cosmétiques, de beauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus et nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre de près, suivre vos écrits actuellement, pour qu'on puisse Oui, continuer la bien sûr. conversation Ben, même en dehors du podcast? Ouais, Garance Doré, c'est très facile. Hein. J'ai un Substack, on peut me trouver là. On s'inscrit, on reçoit mes écrits. Et ensuite, Doré, c'est ma marque de produits de soins pour la peau, euh, qui est géniale, qui est hyper simple, hyper efficace, et évidemment healthy, je sais pas comment on dit, saine.
Ouais, saine, ouais. et sans ingrédients Tout sonne toxiques. mieux en anglais, c'est pour ça qu'on fait du Non, mais franglish, c'est une hein. catastrophe là, Faut je quand pense même que se là, le dire. c'est le pire bon, en même temps, effectivement, il faut se dire que j'habite depuis, 20 ans à l'étranger, hein. Et et voilà, et donc Doré et Garance Doré, c'est très facile à trouver, et puis moi je suis très disponible, si on m'écrit un message, sur Instagram, j'essaye de répondre. Voilà, j'ai choisi une vie où je peux encore faire des choses comme ça. Garance, un grand merci. C'était inspirant parce que ça paraissait très sincère. J'ai eu l'impression d'avoir en face de moi une femme libre, une femme aventurière, pleine de vie, d'énergie, de prise de risque, et ça donne envie de se lever le matin. Donc merci Merci d'avoir beaucoup. partagé tout ça avec nous. Bah, merci, c'était un grand plaisir. Merci Pauline.